Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons passer en revue la garantie professionnelle de paiement, qui est un instrument relativement nouveau puisqu'il date de juillet 2020. Il était temps, après 2 années, de refaire un peu le point sur ce texte et de voir quelle est son utilisation dans la pratique. C'est notre propos d'aujourd'hui. Alors, nous ferons tout d'abord une petite piqûre de rappel des sûretés classiques personnelles qui sont, comment dirais-je, complétées maintenant par la garantie professionnelle de paiement. Cela fera l'objet de la deuxième partie de notre exposé. Et nous essayerons de passer en revue les possibilités d'utilisation pratique. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'on peut faire avec cet instrument. Alors, quelques mots de réflexion générale peut-être sur ce que sont les sûretés. En fait, on dit souvent pas de sûreté, pas de crédit sans sûreté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, la sûreté, c'est une technique de renforcement du crédit et c'est très important parce que le crédit, ça aurait une étendue beaucoup plus restreinte si il n'était pas assorti, renforcé par différents types de sûreté. Bien sûr, c'est une technique de couverture des risques et il faut qu'elle soit de nature à, comment dirais-je, renforcer la confiance du créancier dans le fait qu'il sera à la fin remboursé de sa créance. Voilà en quelques mots. Nous allons faire un rappel des sûretés personnelles classiques. Nous ne parlerons pas des sûretés réelles ici parce que la garantie professionnelle de paiement se range dans la catégorie des sûretés personnelles et donc nous allons la comparer avec les sûretés personnelles seulement. Alors dans les sûretés personnelles, il y en a essentiellement 2 sortes. C'est pourquoi on parle de la dichotomie des sûretés traditionnelles. D'une part le cautionnement et d'autre part la garantie à première demande ou encore appelée garantie autonome. Maître Di Stefano vous parlera de la garantie à première demande tout à l'heure. Moi, je vais vous esquisser les grands traits de la première garantie personnelle qu'est le cautionnement. Le cautionnement est régi par le Code civil, par les articles 2011 et suivants. Son caractère essentiel, c'est qu'il est accessoire d'une dette principale. Nous y reviendrons. Dans la pratique, on voit différentes catégories de cautionnement. On peut avoir le cautionnement simple qui donc suit strictement les règles du Code civil et qui ne peut être actionné par le créancier que si le débiteur principal est défaillant. Il y a le cautionnement solidaire où la caution doit rembourser l'entièreté de la dette de l'emprunteur dès que celui-ci est défaillant. Et on voit aussi des sociétés de cautionnement mutuel qui prennent en charge les remboursements en cas de défaillance de l'emprunteur à titre professionnel. Donc, on voit que le cautionnement, qui est un instrument traditionnel de droit luxembourgeois, a pour but essentiel de garantir les dettes d'un débiteur particulier pour apporter un crédit supplémentaire en faveur du créancier. Alors, voilà. Alors, le cautionnement est donc une sûreté, comme vous l'a dit Maître Guillen, est un cautionnement qui est classique au Luxembourg. Pourquoi il est classique? Parce qu'il a une base de droit positif, c'est-à-dire que le cautionnement est réglé dans la loi, notamment dans le Code civil. Alors, la garantie de première demande, c'est un animal un peu différent, puisqu'il ne reposait pas, pour le moins jusqu'à cette loi de 2020, sur une base de droit positif. C'était une création de la pratique et de la jurisprudence, donc c'était reconnu par la jurisprudence et a priori c'est un peu comme le cautionnement, donc il y a une personne autre que le débiteur, le garant, qui est souvent une banque ou un établissement financier, qui s'engage à verser une certaine somme d'argent dès que la personne garantie le requiert, sans que le garant puisse y faire échec, a priori. Donc, le créancier bénéficiaire d'une garantie de première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome.
et autonome par rapport à la dette principale. C'est vraiment cette notion d'autonomie qui, d'un côté, le grand avantage va garantir à première demande, puisque la différence du cautionnement n'est pas obligée n'est pas accessoire de la créance principale, mais en même temps, c'est aussi un peu son fléau, c'est sa problématique, parce que pour formuler une garantie à première demande, il faut faire très attention justement à ne pas casser par la rédaction du texte cette autonomie. On y verra dans un moment quelles en seraient les conséquences. Donc il y a l'exigibilité des obligations garanties, non-opposabilité des exceptions liées au contrat de base. Donc grosso modo, le cautionnement peut opposer les exceptions liées au contrat de base, en certaines conditions, pas dans la garantie à première demande, hormis les cas de fraude. Donc, a priori, le garant pourrait, en principe, opposer une fraude à la garantie de la part du bénéficiaire de la garantie. Et donc, in fine, le but de la garantie à première demande, c'est d'apporter au créancier une sûreté qui est vraiment détachée de la dette de base. En ce qui concerne les inconvénients des garanties classiques. Peut-être. Ah oui, bon, ben vas-y. Non, c'est oui. Cautionnement. D'accord. Oui, bon. Ben donc, on revient au cautionnement puisqu'on vient de décrire les deux instruments. Et donc, pour aller un peu plus loin dans le cautionnement, on parle de ces inconvénients. Pourquoi inconvénients? Parce que dans le droit des affaires, ces caractéristiques du cautionnement peuvent poser des problèmes. Ce n'est pas toujours un inconvénient parce qu'il faut se rappeler que les règles du Code civil ont été créées pour introduire un équilibre entre les parties des contrats. Et donc, les caractéristiques du cautionnement, ce sont des règles de protection de la personne qui s'engage. Et donc, ça peut être aussi un avantage et un bien dans certaines conditions. Enfin, dans le monde des affaires, ça constitue parfois un frein. Essentiellement, donc l'essence du cautionnement, dit-on souvent, c'est son caractère accessoire à la dette principale. Qu'est-ce que ça veut dire un caractère accessoire? Ça veut dire qu'elle n'existe que en fonction de l'obligation principale et dans la même étendue et suivant la même nature. Donc, elle n'existe que sur une obligation valable. Si l'obligation est inexistante ou est nulle pour une raison ou une autre, le cautionnement disparaît. Elle dépend donc totalement de la créance à garantir. Si le débiteur principal est en défaut, et il faut d'abord que le débiteur principal soit en défaut pour que le cautionnement puisse être appelé, et il faut que le bénéficiaire du cautionnement appelle d'abord la dette principale et prenant son exigibilité avant de pouvoir demander le paiement de la caution. L'engagement de la caution ne peut pas être supérieur à la dette principale, il ne peut pas être contracté sous des conditions plus onéreuses, mais il peut l'être sous des conditions moins onéreuses. Ça peut être spécifié dans l'engagement de cautionnement. Il peut être contracté pour une partie de la dette, il y a une certaine souplesse quand même, mais il ne peut pas être étendu au-delà des limites de la dette principale. Il faut bien sûr avoir la capacité de contracter pour remettre une caution, bien entendu, et la caution peut opposer au créancier les exceptions propres à la dette garantie, notamment les exceptions applicables au débiteur principal. Ajoutons aussi que la caution ne se présume pas, donc elle doit être expresse et son étendue doit être spécifiée, ce que vous retrouvez d'ailleurs dans la mention manuscrite bon pour caution solidaire pour raison de preuve, mais enfin qui aussi reflète cette limite de la caution, c'est qu'il faut qu'elle soit expressément spécifiée et pour les montants spécifiques. Donc, en résumé, le cautionnement n'a pas pour le monde des affaires toute la souplesse nécessaire aux opérations commerciales, financières du monde d'aujourd'hui, qui la considère comme une sûreté moins efficace à cause de sa nature d'accessoire. Voilà, le maître Di Stefano vous parlera de la garantie. La garantie au première demande, donc, elle
le but de la garantie, justement, c'était de pallier dans certaines mesures aux inconvénients du cautionnement. Par contre, le premier inconvénient de la garantie en première demande jusqu'à un moment était qu'il n'y avait pas de base en droit positif. Donc, il faut interpréter la garantie en première demande, il faut interpréter si vraiment c'est une garantie de première demande ou est-ce que ça s'y analyserait pas plutôt en un cautionnement. La jurisprudence a eu à se prononcer à maintes reprises sur la question, pas seulement au Luxembourg, aussi dans les pays limitrophes, en France et en Belgique, donc il y a une jurisprudence assez fournie. Mais il faut dire que cette jurisprudence, bon, elle peut cacher des surprises, il peut y avoir des surprises, parce que j'ai vu des cas où effectivement le contrat de base prévoyait que le débiteur s'était engagé à fournir un cautionnement. Ensuite, la caution, entre guillemets, le garant utilise un texte qui est un peu à cheval entre le cautionnement et la garantie de première demande, mais le titre de la garantie en première demande, après, il faut interpréter et la volonté des parties et le texte de la garantie, et le résultat n'est pas toujours celui auquel on s'attend. Il y a certains critères qui peuvent être isolés, par exemple de dire qu'il ne suffit pas d'écrire garantie en première demande et ensuite de mettre le texte d'un cautionnement, respectivement, de casser l'autonomie de la garantie de première demande en faisant référence de façon trop soutenue à l'obligation de base, au contrat de base, respectivement à certaines conditions d'exécution de la garantie de première demande qui seraient liées au contrat de base. Parce qu'à ce moment-là, le juge peut très bien la requalifier en cautionnement et donc ne pas reconnaître le caractère autonome de la garantie par rapport à la dette principale. Encore une fois, c'est vraiment une rédaction avec laquelle, par rapport à laquelle il faut être très rigoureux, et ne pas avoir le mot de trop par rapport à la dette de base qui pourrait mettre en cause l'autonomie de la garantie. Donc, il y a bien sûr le risque de contestation pour appel abusif, donc la garantie de première demande revêt également des dangers pour le garant. Donc, le garant qui donne une garantie à un bénéficiaire qui ne connaît pas, qui peut-être situé dans une autre juridiction, qui peut-être est tenté pour une raison ou pour une autre de faire un appel abusif à la garantie pour essayer de s'approprier donc des fonds avant qu'effectivement le cas de garantie ne soit réellement survenu, simplement sur base du fait pourquoi ? Parce que je le peux, c'est une garantie autonome. Donc, c'est très important pour le garant de bien réfléchir. Est-ce que je peux vraiment, et je veux vraiment donner une garantie autonome à tel bénéficiaire. Donc, mis à part cela, il y a effectivement un peu la problématique pour le secteur financier, notamment, mais également dans d'autres circonstances. Est-ce qu'on a la souplesse nécessaire pour vraiment faire du tailor-made, pour vraiment avoir une garantie qui correspond un peu aux besoins spécifiques de l'opération? On est toujours limité par ce risque de se voir requalifié en cautionnement si on insère des conditions de mise en œuvre qui sont liées au contrat de base, alors qu'en même temps, c'est quelque chose que souvent on voudrait faire justement pour éviter les abus, pour peut-être rattacher l'exécution de la garantie à certaines conditions spécifiques et justifiables, mais encore une fois, on va en général pas le faire dans le cadre de la garantie de première demande, justement pour ne pas avoir ce risque de requalification. Donc, en résultat, c'est une garantie largement utilisée dans la pratique, mais n'est pas toujours adaptée aux exigences commerciales et de sécurité juridique des parties. Alors voilà, maintenant que nous avons fait ce tour d'horizon et ce petit rappel des instruments traditionnels
que sont le cautionnement et la garantie à première demande, comme à titre de sûreté personnelle. Nous allons passer au vif du sujet, qui est donc la garantie professionnelle de paiement. La garantie professionnelle de paiement qui donc a été adoptée par la loi du 10 juillet 2020 sur la garantie professionnelle de paiement. C'est un texte très court, très condensé et qui comporte beaucoup d'effets ou de conséquences cachées et qui présente plus de difficultés qu'il n'apparaît à première lecture. Alors, on peut se poser la question, donc on s'est posé la question, on se la pose naturellement, pourquoi fallait-il faire une loi sur la garantie professionnelle de paiement? On vient de vous l'expliquer, les deux sûretés personnelles traditionnelles sont certainement utilisables dans le monde des affaires et vont continuer à être utilisées d'ailleurs, mais elles comportent certains inconvénients qu'on vient de présenter, qui faisait que dans le monde des affaires internationales, notamment le monde de la finance internationale très présent à Luxembourg, elle ne correspondait plus exactement à toutes les attentes en tout cas, et il y avait un besoin de pouvoir compter sur un instrument plus souple et plus adapté aux opérations internationales. Pourquoi ce besoin à ce moment-là? Parce que, d'abord, on a vécu pas mal d'incidents avec les autres instruments, mais surtout, il y avait la concurrence des droits étrangers dans les affaires internationales. Et il est apparu que dans le monde des affaires, on s'adaptait très bien en plaçant les contrats sous droit anglais. Et ça a marché pendant très longtemps parce que le droit anglais permet beaucoup plus de souplesse et notamment dans le domaine des garanties, permet d'atteindre des objectifs qu'on ne pouvait pas atteindre avec nos garanties traditionnelles de droit de la famille du Code Napoléon, si je peux dire, en droit luxembourgeois et d'autres droits aussi. Disons que la solution de mettre les contrats sous droit anglais était largement acceptée. Elle l'est encore aujourd'hui, mais dans beaucoup de contrats et suite notamment au Brexit, le fait de placer des contrats sous droit anglais amène d'autres problèmes puisqu'on ne bénéficie plus des règlements européens sur la loi applicable et sur la compétence des tribunaux. Et chaque fois dans des opérations cross-border où il y a des intervenants plutôt de familles de droit Code Napoléon, j'imagine par exemple des intervenants de droit français, de droit italien, avec une société luxembourgeoise, on essaiera plutôt de choisir le droit luxembourgeois. Et donc, c'était très important et très, très bénéfique de se doter en droit luxembourgeois d'un outil qui pourrait atteindre la même flexibilité, la même adaptabilité que les instruments qu'on utilisait de droit anglais, qu'on a utilisé très largement jusqu'à présent et qu'on continue d'ailleurs à utiliser dans les contrats d'une envergure plus internationale où ça ne gêne pas d'utiliser le droit anglais. Alors, les avantages de cette nouvelle loi, enfin de cet nouvel instrument plutôt créé par la loi de 2020, ils sont nombreux, mais enfin je vous les énumère et on y reviendra lors des applications pratiques. Cet instrument offre une très grande liberté dans la manière de rédiger les modalités de la garantie et surtout, on peut se référer notamment à la dette de base sans craindre une requalification en cautionnement, comme Maître Di Stefano vient de vous l'évoquer, qui était un risque de la garantie à première demande. Il y a une très grande liberté dans la détermination des obligations garanties, quant à leur durée, leur montant, etc. Ça peut même être d'ailleurs comment dirais-je, un engagement à couvrir non, pas seulement les obligations, mais des risques. Donc on y reviendra. Une liberté dans la détermination des règles de fonctionnement de l'instrument, les cas d'appel à la garantie, et la loi prévoit, tout comme d'ailleurs pour le cautionnement, un recours, et pour le contrat de garantie financière en matière de sûreté réelle, des recours personnels du garant après paiement et la subrogation du garant dans les droits
du bénéficiaire de la garantie. Autre liberté, c'est la qualité du donneur d'ordre. Donc, le donneur d'ordre ne doit pas nécessairement être le débiteur principal. Il peut être le bénéficiaire lui-même ou un tiers. Je pense par exemple à une maison mère, on y reviendra. On peut octroyer cette garantie au profit d'un tiers, c'est-à-dire une personne autre que la bénéficiaire, mais qui agit pour compte ou dans l'intérêt des bénéficiaires. On pense aux représentants fiduciaires, aux représentants des créanciers, aux trustees. Et cet instrument n'est, comme je vous le disais tout à l'heure, pas exposé à l'opposabilité des exceptions, donc qui tiennent aux créances ou aux risques concernés par la garantie, à l'inverse du cautionnement, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un détachement de la dette principale. Ceci est à caractère supplétif parce que rien n'empêche dans la loi, chaque fois, tous les traits que je viens de vous expliquer, rien n'empêche dans la loi de les accepter. Donc, vous pouvez faire dans la garantie, vous pouvez retourner à certaines règles du cautionnement qui sont exclues par la loi d'office, mais qui sont exclues qu'à titre supplétif. Voilà, donc je laisse la parole pour Madeleine Stéphano pour la suite. Oui, alors, les avantages de la garantie professionnelle de paiement, la première chose, c'est que, in fine, on pourrait dire, on peut l'utiliser comme une garantie à première demande, mais une garantie à première demande qui, justement, ne renferme plus ce risque de requalification en cautionnement. On peut s'orienter au niveau de la rédaction d'une façon assez précise par rapport au texte traditionnel de la garantie de première demande. Et ensuite, on fait référence à la loi sur les garanties professionnelles de paiement. Et on a une garantie à première demande qui est solidifiée, qui repose sur une base de droit positif, ce qui est un grand progrès par rapport à la situation antérieure. Mais en réalité, on peut aller plus loin, puisqu'il y a une optimisation possible des garanties traditionnelles. Je peux, dans une certaine mesure, faire un mélange entre une garantie de première demande et un cautionnement en ce qui concerne certaines conditions de mise en œuvre. Je peux régler des questions de subrogation. Je peux vraiment faire marcher la liberté contractuelle pour arriver à un texte qui met en équilibre vraiment la mécanique spécifique du dossier, la mécanique spécifique souhaitée par les parties. Donc, c'est une loi qui se veut extrêmement flexible et efficace pour la documentation des opérations de financement international, mais pas que. On verra ça dans un moment. Ce n'est pas un instrument qui est lié au secteur financier. C'est un instrument vraiment, je dirais, passe-partout. Hein. C'est à la disposition de tout le monde. Et donc, c'est un instrument qui n'abolit pas les autres instruments traditionnels, mais qui s'ajoute comme un outil optionnel supplémentaire. Hein. Donc, le cautionnement, les autres garanties continuent d'exister. Par contre, disons notamment ceux qui veulent avoir une sécurité juridique par rapport plus poussée pour la personne ou la société bénéficiaire de la garantie, le but c'est vraiment de sécuriser le bénéficiaire de la garantie par rapport à tout risque, donc notamment de requalification, de doute par rapport à la portée de la garantie. Est-ce que le texte est compatible avec la jurisprudence, avec la pratique? Là, effectivement, cette loi permet de bétonner dans un certain sens la garantie. Et bon, maintenant, ce qu'il faut peut-être encore remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, hein, mais les parties peuvent modifier les contrats en cours avec un avenant, un ajout qui voudra que la loi sur les garanties de paiement s'appliquera à une garantie en cours. Alors, le champ d'application, et là, c'est là que ça devient intéressant, dans la mesure où on a mis dans le titre, on a mis la nouvelle garantie de paiement. La nouvelle, on a mis entre guillemets, pourquoi parce qu'elle n'est pas si nouvelle que ça. Elle a presque 2 ans.
cela dit, on constate dans la pratique que c'est une loi qui est encore mal comprise, qui est de façon assez étonnante peu appliquée dans certains secteurs économiques, pour le moins, et par certains opérateurs. Et je pense qu'un des premiers malentendus liés à cette loi, c'est l'idée que cette loi, respectivement ce type de garantie, est un instrument spécifique au secteur financier qui ne trouve pas application ou qui ne peut pas trouver application de la volonté des parties dans des opérations, entre guillemets, commerciales simples, secteur immobilier, secteur personnel, etc. Et vraiment de dire, oui, mais ça, c'est encore un instrument spécialisé du secteur financier. C'est pas pour le commun des commerçants, c'est pas pour le commun des mortels. Or, c'est pas du tout le cas. C'est une loi dont la portée est très large et donc qui peut s'appliquer un peu à tous les domaines économiques et de la vie, même privée. Donc, le projet de loi initial prévoyait que les contrats garantis de procès de paiement étaient limités aux seuls garants qui n'étaient pas des personnes physiques. Hein, donc, on voulait limiter à des professionnels, personnes morales. Ensuite, il y a eu des avis pour la gestation de la loi, notamment du Conseil d'État, où le champ d'application de la loi a été ouvert à tout garant, donc y compris des personnes physiques. Ça peut être des commerçants, ça peut être des PME, ça peut être. Ce n'est pas nécessairement des banques et des établissements financiers. Ça peut être toute autre entité, même une personne. Alors, des avis qui ont fait un peu changer ce projet de loi, il allait suggérer quand même que la garantie pour ce paiement avait pour vocation de viser un garant agissant dans son cadre professionnel. Par contre, ce n'est pas vraiment une limitation qu'on retrouve dans le texte de la loi. En général, on va avoir le particulier va avoir intérêt à ne peut-être pas donner de garantie professionnelle de paiement parce que c'est quelque chose qui comporte quand même des risques qui sont encore plus difficiles à maîtriser que ceux du cautionnement. Mais on a tous vu des cas où des personnes physiques, dans le cadre de leur vie privée, se sont laissées convaincre à signer un cautionnement pour telle affaire, pour telle société, sachant qu'à ce moment-là, ça peut même devenir un cautionnement commercial de par la qualité, par exemple, du grand en tant que gérant de la société. Mais pour des membres de la famille, pour des amis, pour des connaissances, et tout à coup, ils réalisent quand même que cautionner, c'est quelque chose qui peut coûter très cher, respectivement, qu'on peut vraiment être amené à payer en tant que caution. Donc la même chose, même mise en garde vaudra par rapport à la GPP. Encore une fois, a priori, le champ d'application n'est pas limité aux garants, aux bénéficiaires, aux donneurs d'ordre qui seraient membres du secteur financier. Ça peut être, grosso modo, un garant peut être toute personne morale ou société, même sans capacité juridique. Ça peut être un CP, ça peut être toute indivision, copropriété, institution publique et ou internationale, et également des personnes physiques. Il faudra veiller, le cas échéant, à rédiger correctement l'engagement, parce que je me rappelle, j'ai vu il n'y a pas trop longtemps une société où un des grands-parents était le trust du droit de l'île de Guernsey, représenté par, etc. Bien entendu, ne va pas du tout, puisque un trust n'a pas de capacité morale. Il faut bien rédiger les conventions pour que l'engagement soit effectivement pris par une entité ou une personne qui peut le prendre. Alors, le champ d'application matériel, bon, c'est toute créance, mais également tout risque associé à ces créances. Donc là encore, mal entendu, quand on va dans la pratique, oui, mais bon, je ne peux que garantir un montant défini, je dois avoir une créance existante, je ne peux pas garantir une créance hypothétique ou des pénalités, etc. Ben, pas du tout, je peux garantir des créances présentes ou futures, éventuelles ou hypothétiques. Hein, j'ai vraiment une très large liberté contractuelle, donc je peux
non seulement garantir des créances existantes, mais je peux également garantir des risques. Je peux garantir des risques pour autant que le montant qui finalement sera payé par le garant soit déterminé ou déterminable. Ça, c'est important. Mais n'importe le montant, peu importe, aussi longtemps qu'il est déterminable, je peux garantir un risque, même s'il n'est pas encore, le montant exact n'est pas encore arrêté au jour de la garantie. Donc, je peux garantir des créances professionnelles, mais je peux également garantir des créances privées. Malentendu, c'est réservé au monde strictement professionnel, commercial, financier. Non. On avait déjà dit, temporel, pas d'application rétroactive, mais on peut soumettre des contrats existants à la VPP par un ajout. Alors, l'exigence de forme de la VPP, ce qui est très important, l'article 3, paragraphe 1 de la loi, la garantie doit contenir une référence expresse à la loi relative aux garanties professionnelles de paiement. Ça veut dire, mais un texte qui dit que la présente garantie est soumise à la loi du 2020 sur les garanties professionnelles de paiement. Enfin, donc à ce moment-là, j'ai clairement exprimé la volonté des parties de soumettre la garantie à la loi VPP. Si je ne le mets pas, effectivement, je risque de louper l'application de la loi. Donc, cette référence claire, elle permet d'exclure une requalification de la garantie en un autre type de sûreté personnelle, en l'occurrence notamment le cautionnement. Alors, elle doit être attestée par écrit. Bon, ces écrits peuvent être également sous forme électrique, tout autre support durable. Bon, en général, je vais effectivement avoir une garantie, soit une convention ou alors un texte de garantie qui va être signé, soit, comme on dit, une wet ink, donc signé en nature, entre guillemets, ou alors elle va être signée électroniquement. Je rappelle dans ce contexte qu'une signature sur un PDF, échange par PDF, ce n'est pas vraiment une signature, c'est une convention de preuve par écrit, mais ce n'est pas une signature en tant que telle. Donc, il n'y a pas de prescription pour la condition, pour le mode d'acceptation de signature de la constitution de la garantie, mais encore une fois, on verra quelle est la volonté des parties exprimée dans la garantie. Ce qui est important, encore une fois, c'est que ce soit dans les par écrit, que ce soit exécuté par qui de droit, signé par qui de droit, dans une forme valablement reconnue par le droit luxembourgeois, et bien entendu, comporter le texte que c'est soumis à la GPP, à la loi GPP. Alors, grande question toujours dans les sûretés, est-ce que ça tient la route en cas de faillite, respectivement, des confitures du débiteur principal? Donc, et là, encore une fois, c'est la sécurité juridique qui prime. La volonté du législateur, c'était ça, donc une imperméabilité des obligations du garant face aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. Donc, ça n'a pas d'effet, une prévision faillite n'aura pas d'effet sur l'obligation de paiement du garant. Donc, alors, les grands avantages, c'est donc une prévisibilité du fonctionnement de la GPP sans que, si c'est bien rédigé et qu'il y ait vraiment lieu à doute par rapport à une interprétation du juge qui pourrait, en cas de contestation, différer de ce qui était peut-être l'intention au départ des parties, il n'y a pas possibilité pour le garant d'opposer des réductions, des conversions de l'obligation principale, sauf, encore une fois, une disposition contraire spécifique dans le texte de la garantie, alors que prévoir certaines interactions, certaines conditions. Et alors, pour les interactions, notamment avec les procédures collectives étrangères, il y aura une application de règles de droit international privé. Donc, on ne va pas rentrer en détail par rapport à ça, puisque c'est une matière très, très intéressante, mais d'une manière générale, le droit luxembourgeois prévoit que la GPP est opposable, disons, à la masse de liquidation de faillite, donc et n'est pas affecté par une faillite du débiteur principal. Donc, la loi sur l'endettement des particuliers reste cependant applicable. Donc, le garant qui resterait, qui rentrerait en surendettement, de procédure de surendettement,
personnel, il pourra, le cas échéant, opposer cela à la garantie. Et finalement, il faut dire aussi que pour un financier, ça peut être un élément déterminant de la gestion du risque du crédit. Alors, c'est un instrument à vocation internationale, donc il s'applique à des situations où il existe un élément d'extranéité dans le cadre européen. Donc, c'est une flexibilité permise par Rome 1 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Donc, elle peut être utilisée en dehors du marché luxembourgeois et donc c'est un nouvel instrument du droit civil à la disposition des praticiens. Donc, il n'y a pas d'exclusion de la GPP par les dispositions de Rome 1. Liberté du choix de la loi applicable, donc liberté de choix, même si aucun lien avec le lieu de situation de chacune des parties ou exécution du contrat avec certaines limites. Et puis, donc, il y a certaines lois de police et lois d'ordre public qui peuvent donc porter de telles limites. Donc, ça peut s'appliquer aussi à des situations internationales dans l'Union européenne, mais également dans des situations qui dépassent le cadre de l'Union européenne. Et à ce moment-là, il faudra vérifier, on prendra soin de vérifier les règles de droit international public. Alors, l'utilisation de la garantie professionnelle de paiement, dans la pratique, elle est souvent encore proposée. Souvent, on retrouve toujours des cautionnements où les garanties en première demande sans référence à la loi GPT. Enfin, je trouve que c'est un peu étonnant, mais comme je l'ai déjà dit, il y a des doutes des praticiens quant au champ d'application de la loi, notamment par rapport à des créances futures éventuelles, la qualité des parties, notamment du garant. Est-ce que ce n'est pas nécessairement une banque? Est-ce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est réservé à d'opérations financières du secteur financier? Ben non. Donc, il y a liberté contractuelle, il n'y a pas de limite du champ d'application matériel, il n'y a pas de limitation du champ d'application personnel, mais encore une fois, l'idée, c'était au départ quand même que ce soit limité à l'activité professionnelle d'un particulier notamment, mais je ne retrouve pas vraiment la référence dans la loi. Et les cas d'appel à la garantie, c'est une liberté de mise en œuvre. On peut garantir même les obligations de faire par rapport à une garantie de risque, créances futures, présentes, hypothétiques, éventuelles. Et on peut également se référer expressément aux créances et aux risques garantis sans qu'il y ait un risque de requalification comme pour le cautionnement. Donc, il y a un exemple pratique. J'ai une entreprise de construction qui doit subir une retenue de garantie sur ses factures, mais qui a la faculté de remplacer cette retenue de garantie par une garantie à première demande. On verra ça dans une seconde. Je peux éventuellement avoir une garantie de restitution d'acompte. Je peux, et là c'est un peu plus tricky, parce que la loi fait référence, ou le règlement fait référence à une convention de cautionnement, et que par ailleurs la garantie d'achèvement, en différence de la garantie de remboursement, ne porte pas sur un montant précis, mais à mon avis c'est structurable par rapport à la liberté contractuelle. Donc on pourrait également penser à ce type de garantie dans le cadre d'une VFA, montant d'état futur d'achèvement, même si encore une fois, je ne l'ai pas encore vu dans la pratique. Mais on peut également donner dans des contrats différents, également de construction, de vente immobilière, des garanties d'achèvement volontaire, face au régime VFA, garantie de bonne fin comme exécution, remplacement d'une garantie, on vient de le dire, et garantie pour des pénalités éventuelles. Donc, si j'ai le contrat de construction, je remplace la retenue de garantie, je peux très bien utiliser une GCP pour garantir ce risque, même si, dans la pratique, j'ai déjà vu qu'il y avait la croyance que ce n'est pas possible, puisque ce n'est pas un secteur auquel ça devrait pouvoir s'appliquer. L'avantage, bien entendu, pour les bénéficiaires, c'est qu'il est sûr que c'est une garantie qui sera à première demande, qui respectera donc les termes dans lesquels elle a été rédigée. Et pour l'émetteur de la garantie, c'est un peu la même chose. Il sait à quoi s'en tenir.
également en ce qui concerne sa subrogation et son recours, le cas échéant, contre son donneur d'ordre, ce qui n'est pas toujours aussi facile dans le cas de la garantie de première demande, où le donneur d'ordre va reprocher au garant d'avoir payé un peu trop rapidement, alors que le garant se sent tenu au paiement. Alors, d'une manière très générale, il y a tout risque, toute garantie qui peut faire l'objet d'une GPP, par exemple une garantie locative, une garantie de revenu locatif. Je vends un immeuble, je donne une garantie de revenu locatif à l'acquéreur de l'immeuble, respectivement de la société de propriété de l'immeuble. Donc, je peux très bien faire ça sous forme de GPP. Ça peut être utilisé dans le cas de crédit documentaire. Ça peut également être utilisé dans le cas de garantie de crédit à l'exportation, etc., etc. Et ça peut également donc être utilisé, bien sûr, hein, aujourd'hui, ce n'est pas limité au secteur financier, mais totalement, c'est également un instrument très intéressant pour le secteur bancaire. Je passe la parole à Maître Guillen. Merci. Alors, bien, on vient de voir les vastes possibilités d'utilisation dans le domaine commercial et en particulier dans l'immobilier. Dans le domaine de la finance, du droit bancaire, cette utilisation est également cette possibilité d'utilisation est très vaste et elle est effectivement appliquée, je vous en parlerai, dans certains secteurs aujourd'hui et de façon régulière. Comment est-ce qu'une banque peut utiliser la garantie professionnelle de paiement? Tout d'abord, vous savez que les banques font beaucoup de crédits sur signature, c'est-à-dire l'émission de garantie. Une garantie de première demande, c'est un crédit. Cautionnement, ce sont des crédits sur signature. Elles peuvent donc utiliser aujourd'hui la garantie professionnelle de paiement sur instruction d'un donneur d'ordre, bien entendu, pour toute opération commerciale immobilière, les acquisitions cross-border, acquisition notamment de véhicules de private equity, qui garantiront ces opérations, c'est donc un substitut de l'ancien garantie à première demande ou du cautionnement bancaire qu'on connaissait traditionnellement. Les garanties peuvent, ce qu'on appelle les GPP aujourd'hui, peuvent être utilisées en faveur d'un fiduciaire dans le cadre d'une fiducie-sûreté ou de représentants fiduciaires dans le cadre de titrisation. Elles peuvent également, et ça c'est un élément très important, être utilisées comme ce qu'on appelle un facteur de rehaussement de crédit. C'est-à-dire, en fait, la garantie renforce la qualité d'une émission obligataire ou la notation d'une émission qui est donc distribuée sur le marché. Et le fait que la présence de cette garantie d'une nature particulière et surtout d'un élément de sécurité juridique important va permettre d'attribuer à une émission obligataire une notation, un rating, comme on dit dans le langage bancaire, plus important et qui va donc favoriser la commercialisation de cette émission obligataire. C'est important, non seulement de penser à utiliser cet instrument, mais aussi de le mettre en valeur dans la commercialisation du produit. Dans le domaine des fonds d'investissement, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais enfin, il y a quand même pas mal d'utilisations possibles aussi. Notamment, vous savez que les fonds d'investissement, lorsqu'ils sont lancés, ils ont besoin de financement, donc ils ont recours à des financements bancaires. Notamment, c'est ce qu'on appelle les subscription facilities. Ce sont des prêts temporaires accordés pour la période d'investissement du fonds. Et pendant cette période-là, la banque procure un prêt et sa garantie, ce sont les engagements d'investissement des investisseurs qui ont qui ont souscrit des parts, mais pas encore libéré leurs parts dans les fonds. Et donc, des garanties professionnelles de paiement qui pourraient être accordées soit par ces investisseurs, soit par des financiers qui appuient ces investissements, pourraient renforcer la volonté des banques, ou en tout cas encourager les banques à financer le lancement de fonds d'investissement par ces bridge credits qui sont quand même courants dans cette activité. Alors, je crois que je suis partie trop vite, non? C'est le slide suivant. Toujours dans le domaine des fonds d'investissement, pendant la durée de vie du fonds, le fonds a besoin de financement parfois pour financer ses investissements et donc il fait appel au crédit bancaire
la garantie professionnelle de paiement pourrait être une sûreté partielle, puisque c'est souvent des packages de sûreté qui sont offerts pour ce type de financement. Et jusqu'à présent, on utilisait la garantie à première demande, elle pourrait être substituée avantageusement par la garantie professionnelle de paiement lorsque la banque participe à ce package de sûreté. Un autre usage possible qui a été vu par certains auteurs, et je ne sais pas s'il est vraiment largement pratiqué, mais il pourrait l'être certainement, lorsque des general partners ou des gestionnaires des fonds se font attribuer ce qu'on appelle des carried interest, c'est-à-dire des intérêts en préciput sur les rendements du fonds. Ils doivent garantir que cet engagement est durable, donc va rester dans le temps. Et si comment dirais-je, les résultats qu'ils ont obtenus, ou la rentabilité qu'ils ont obtenue ne perdure pas pendant une certaine période, ils doivent rembourser ce qu'ils en appellent les carries, donc les indemnités qu'ils ont reçues et qui s'avéreront des indemnités reçues indûment. Ce qu'on appelle le clawback, la reprise des intérêts perçus. Si ces managers ou general partners d'un fonds prennent un tel engagement, on souhaite quand même avoir quelques garanties, et la garantie professionnelle de paiement est certainement une sûreté intéressante pour ce type de situation. Alors, une autre situation bancaire où la garantie professionnelle de paiement peut être très intéressante, c'est que certaines banques ont besoin de libérer du capital. Vous savez que les banques sont soumises à des ratios prudentiels, notamment des ratios de fonds propres, et donc leurs actifs sur lesquels, qui sont utilisés par leurs fonds propres, pourraient être dégagés, dans certains moments, peuvent utilement être dégagés de leur bilan, soit les banques le font classiquement par des titrisations, c'est-à-dire qu'elles sortent des actifs et elles les mettent dans un véhicule spécial, ce qu'on appelle un SPV, justement pour les sortir de leur bilan et puis les remettre dans le marché. Une garantie professionnelle de paiement pourrait être utilisée pour faire ce type de démarche sans sortir les actifs du bilan et sans procéder à la titrisation classique, mais par simplement une prise en charge du risque par l'émetteur de la garantie professionnelle de paiement, et cela permet de rencontrer les exigences de ratio prudentiel prévues par le règlement CRR, donc sur les ratios prudentiels. C'est ce que j'explique plus en détail dans ce qu'on appelle la titrisation synthétique, parce que en fait, une titrisation synthétique opposée à la titrisation classique n'exige pas ou permet de faire une opération sans sortir des actifs d'un bilan d'une société, mais en sortant les risques par des techniques financières de reprise de risque, ou notamment de gradation de certains risques, quand vous avez des crédits mezzanine avec une dette junior, mezzanine et senior, donc qui a une gradation du risque progressive. Vous pouvez très bien conjuguer cette organisation, notamment dans un instrument de crédit structuré, à l'aide d'une garantie professionnelle de paiement qui va s'adresser à une partie de cette dette. Par exemple, à la partie junior ou à la partie mezzanine, qui va donc lui donner un rating supplémentaire et qui permettra donc aux vendeurs, qu'ils soient un fonds d'investissement, un fonds de pension, à acheter une protection financière. C'est ce qu'on appelle... Et donc là, on s'approche beaucoup du mécanisme d'assurance. C'est pour ça qu'on parle parfois des assurances de risque. Mais c'est en fait une protection financière qui vient par une technique, un outil purement financier. Alors, ce qui est très intéressant par l'utilisation de la GPP, c'est qu'on peut définir le credit event, c'est-à-dire l'événement qui va déclencher la protection. Et on peut librement
la définir dans la garantie de professionnel de paiement elle-même, et cet outil est donc parfaitement adapté à ce type de situation techniquement un peu plus compliquée. Donc, il s'agit d'un transfert de risque qui lui-même peut être total ou partiel. Donc, on peut moduler suivant les besoins, les volontés, les objectifs des intervenants à ce montage financier. Alors, la garantie professionnelle de paiement est aussi un très bel instrument pour les interventions financières qui sont opérées par des institutions internationales. Je pense notamment au groupe BEI, qui sont donc la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement, qui travaillent avec la Commission dans le cadre de plans de financement sur le marché européen. Et la BEI, par exemple, utilise très largement la garantie professionnelle de paiement dans des programmes de soutien aux PME ou des secteurs affectés par l'économie. Et je pense aux secteurs affectés par la crise Covid ou par des situations de contraction du crédit, qu'on appelle aussi crédit crunch, dans certains pays. Vous voyez, si dans le plan de financement de la Commission européenne, la BEI, à titre de support, intervient pour garantir des banques qui elles-mêmes financent des PME de certains secteurs de l'économie de leur pays, prenant des risques, un portefeuille de créances par exemple, avec des risques importants, puisqu'il s'agit d'un secteur affecté par une économie qu'on veut soutenir. La BEI va garantir ces banques avec un instrument, il y a la garantie professionnelle de paiement, donc très sécurisée, très bien structurée et, disons, soumis au droit luxembourgeois, qui est un droit quand même bien considéré à l'étranger, aussi considéré quand même un droit d'un pays très sérieux dans ce domaine, dans le domaine financier, et permet aussi à ces banques étrangères de ne pas voir peser lourdement sur leur bilan les engagements sur un secteur affecté et qui normalement aura une notation de crédit assez élevée et donc qui pèserait énormément sur leurs fonds propres. La garantie de la BEI par cet instrument de la GPP leur permet d'alléger considérablement leurs fonds propres et d'acquérir plus de souplesse et étendre le domaine de leur activité considérablement. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Et donc l'intérêt, c'est que ces montages permettent de renforcer certains secteurs de l'économie dans des pays cibles, notamment secteurs affectés par des crises. Et la crise Covid en a été une illustration récente. Alors, je ne reviendrai pas en détail sur les caractéristiques de la GPP qui favorisent l'utilisation dans le secteur financier de cet outil remarquable, mais je citerai quand même, vous verrez dans les slides tous les points, mais c'est un peu répétitif. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'élément déclencheur de la garantie peut être librement défini. C'est-à-dire les appels les appels à la garantie peuvent être faits sans aucune mise en défaut de l'emprunteur, donc ce qui est avantageux aussi pour l'emprunteur parce que vous ne le mettez pas directement en difficulté ou en faillite, et même sans événement de défaut. Parce que, en fait, on définit un credit event librement comme on veut dans la garantie. Et on pourrait, par exemple, imaginer que, à partir d'un certain seuil de perte défini du portefeuille de risque couvert par cette garantie, la garantie peut être appelée. Donc, on ne met pas du tout le débiteur en défaut, on ne met pas du tout le portefeuille en risque, mais on appellera la garantie parce qu'on a franchi un certain seuil. Où on a franchi un certain, on a la baisse des ratios financiers, notamment le rating a baissé, et donc à partir du franchissement de ce seuil, on peut appeler la garantie. Donc, vous voyez, cet élément, cet événement qui permet de déclencher la garantie peut être défini de façon très adaptée aux situations du monde financier que nous vivons tous les jours et que les banquiers parmi vous connaissent parfaitement.
Je reviens encore une fois, parce que la répétition ne fait pas de mal, sur la sécurité juridique. On voyait que quand on raffine dans la définition des cas d'appel possible à la garantie, etc., on peut très bien se référer au risque au portefeuille de créances garanties, mais cela n'entraîne aucun risque de requalification du cautionnement en cautionnement, comme on l'a déjà dit plusieurs fois jusqu'ici. Pas non plus d'inquiétude concernant la possible faillite ou autre procédure collective ou de redressement du débiteur principal. Par exemple, si on parle d'un fonds d'investissement, mise en liquidation du fonds. Et l'objet de la garantie, comme je viens de le dire, peut être défini de façon très flexible. On a parlé du recours du donneur d'ordre qui peut être le débiteur garanti lui-même ou un tiers. Par exemple, on imagine une garantie professionnelle de paiement qui est émise par quelqu'un qui n'a rien à voir avec le débiteur. C'est possible, mais bon, il faut imaginer une situation de ce cas, mais surtout un tiers, par exemple un sponsor ou une société mère du débiteur garanti peut donner l'ordre d'émettre une garantie à première demande et après il se substituera en cas d'appel, il pourra se substituer dans les droits de l'émetteur de la garantie. Je vous l'ai dit, le bénéficiaire de la garantie peut être une autre personne que le bénéficiaire lui-même, un mandataire, un représentant des créanciers dans le cas d'émission obligataire, par exemple, où je vous ai parlé tout à l'heure, des fiduciaires, dans le cas de fiducie sûreté ou des trustees. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Voilà. Alors, on en a déjà parlé, Maître Stéphano vous l'a expliqué plus longuement, toute personne peut émettre ce type de garantie. En principe, il est souhaité, ou en tout cas, il est indiqué que ça devrait être dans un cadre, l'émission doit être dans un cadre professionnel, et il n'y a pas encore de jurisprudence aujourd'hui, mais on peut se demander si une émission de garantie professionnelle de paiement a été émise, par exemple, en faveur d'une banque, en dehors de tout cas d'intervention professionnelle de l'émetteur de la garantie, comment les tribunaux apprécieraient cette situation. Je pense que là, les banques feraient bien d'être prudentes, de ne pas accepter des garanties professionnelles de paiement de personnes physiques qui n'ont rien à voir avec la situation professionnelle de la créance garantie. Je pense par exemple, il faut faire une nette différence entre le propriétaire ou le patron d'une PME qui émettra à titre personnel demandera l'émission d'une garantie professionnelle de paiement ou l'émettra lui-même pour garantir sa société, et la grand-mère de Luceline qui émettrait une garantie professionnelle de paiement pour faire plaisir à son fils. Donc là, je crois que les banques devront être prudentes dans l'appréciation de ce type de situation. Voilà. Je crois que nous avons fait dans le secteur bancaire, je ne reviendrai pas sur les éléments qui deviennent bateaux maintenant puisqu'on vous les a répétés, mais donc la grande liberté la grande flexibilité de cet instrument et la liberté du choix applicable en plus en font un atout très important pour la place financière de Luxembourg. Et nous arrivons ensemble à la conclusion globale de cet exposé. Vous nous excuserez, on a un peu dépassé le temps, mais on va quand même laisser place aussi aux questions. Dans les quelques réflexions de conclusion. C'est un texte récent. On n'a pas encore connaissance d'une jurisprudence à Luxembourg qui aurait été publiée pour le moins, ou qui aurait été portée à notre connaissance. Que tu dis que j'ai été offert par le groupe de... Oui, donc je confirme qu'effectivement, j'ai parlé avec des juristes du groupe BEI qui m'ont confirmé et d'autres avocats qui m'ont confirmé qu'effectivement, cet instrument est très apprécié et utilisé régulièrement par la Banque européenne d'investissement dans ses programmes de financement à travers l'Europe. Moi, j'ai fait l'expérience qu'on a avec d'autres opérateurs, même dans le secteur financier, que la loi est encore méconnue, notamment parce qu'on pense que c'est limité à certains secteurs, comme le secteur financier, et
a conscience des possibilités qui sont vraiment offertes par la loi. Donc, c'est un instrument un peu trop confidentiel, comme on a écrit là, et alors qu'il présente des grands avantages qui ne sont peut-être pas encore vraiment connus, reconnus et appréciés par une partie du monde professionnel 2 ans après donc l'édiction de cette loi. Est-ce qu'on pourrait peut-être permettre voir dans le public si vous avez eu des questions, si vous n'êtes pas encore totalement essoufflé? Il y a des questions ici. Il y a Patrick qui nous demande comment gérer dans un seul texte les intérêts divergents du commettant et de l'émetteur de la garantie. C'est une bonne question. Alors, il faut bien voir que dans le cadre de sûreté, normalement, vous avez une convention entre le commettant et le garant qui règle donc effectivement les questions de la relation entre ces 2 parties-là, donc les questions de subordination, les questions de rémunération, les questions de gestion des risques, de financial governance éventuellement, un certain nombre de choses qui peuvent être réglées dans une convention qui est un document séparé de la garantie en tant que telle. Et notamment en ce qui concerne les garanties pour la première demande, jusqu'à maintenant, il n'était pas vraiment possible de mélanger les choses parce que la moindre référence que vous faisiez, disons, dans l'acte de garantie à la situation, à la relation entre le garant et le commettant, a priori, ça risquait de vous casser l'autonomie de la garantie. Donc, vous pourriez aujourd'hui, avec la GPP, même envisager de inclure dans le texte de la garantie un certain nombre d'éléments qui concernent la relation entre le commettant et le garant d'un côté et le bénéficiaire et le garant de l'autre côté. Donc, je pense que ça se fera peut-être que dans une moindre mesure, peut-être par rapport à des questions liées à la subrogation, mais normalement, vous aurez ça dans une convention séparée. Voilà une autre... Oui, concernant la question concernant de Raphaël. Pourriez-vous confirmer que cet outil ne concerne que le secteur financier a priori dans une situation internationale? Il n'a pas d'intérêt dans une situation nationale hors secteur financier entre 2 PME? Là, je peux répondre. Enfin, c'est justement ce qu'on avait déjà dit. Oui. Non, ce n'est pas limité au secteur financier. Hein, ça peut concerner toute situation où il faut une garantie pour une dette, respectivement un risque, à Luxembourg, entre des PME, même au bénéfice d'un créancier, d'une créance privée. Donc, théoriquement, le champ d'application est donc beaucoup plus vaste de ce qu'on pourrait penser à première vue. La question d'Alexandro. Alors, quels documents et informations devons-nous avoir pour se garantir que la personne a la capacité de signer une caution? Là, peut-être, je voudrais peut-être dire un point. C'est que, évidemment, pour les personnes physiques, vous allez simplement voir qu'elle n'est pas en incapacité. Mais pour les personnes morales, bien entendu, c'est la vérification classique, de savoir si la personne morale, qui engage la personne morale. Mais en fait, tout à l'heure, on a évoqué des engagements faits par des fonds d'investissement, notamment. Et un fonds d'investissement qui n'est pas une personne morale, qui est en réalité une indivision. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'un fonds peut émettre une garantie professionnelle de paiement? La réponse est affirmative, en ce sens que la garantie professionnelle de paiement peut être donnée par toute entité, mais il faut voir que la personne qui va engager l'entité sera bien le représentant de l'entité. Et classiquement, pour un fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité juridique, il y a une entité qui le représente valablement conformément à la loi sur les OPC, c'est sa société de gestion. Je pense qu'effectivement, d'une manière plus générale, c'est la même réflexion, les mêmes démarches qu'il faut faire par rapport à la signature de n'importe quelle convention. Oui. Il faut vérifier à qui est-ce que j'ai affaire, est-ce que j'ai bien désigné cette partie dans la convention, est-ce que j'ai bien identifié les signataires, est-ce qu'ils peuvent signer
seul, ensemble avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça c'est standard, mais peut-être la question vise aussi un peu la question plus spécifique, c'est de dire, bon, est-ce que tout le monde peut effectivement cautionner? A priori, on parle maintenant ici d'un cautionnement, mais tout comme une garantie, une GPF, a priori, tout le monde peut théoriquement cautionner maintenant ou garantir. Maintenant, il faut juste pas oublier qu'on est dans les garanties civiles, donc dans le cautionnement civil, à la différence du cautionnement commercial, vous avez toujours certaines prérogatives. Vous avez fait cette formule sacramentale qu'il faut signer de la main, écrire de la main et signer de la main pour dire, voilà, bon pour caution, pour le montant de, etc. Donc, il faut pratiquement réécrire un peu l'essentiel de la portée du cautionnement à la main, justement, pour mettre en garde aux femmes contre un engagement à la légère. Rappelons-le, le cautionnement peut se faire sans l'intervention d'un notaire ou d'un avocat. Donc, c'est assez facile de se laisser entraîner dans la signature d'un cautionnement. Et c'est pour cela que les cautionnements civils, il faut avoir cette formalité sacramentale. Pour le reste, il faut s'avérer que la personne, effectivement, peut signer, qu'elle est une personne physique, qu'elle ait la capacité, qu'elle soit majeure, qu'elle ne soit pas incapable. Personne majeure, je rappelle dans ce contexte que à Luxembourg, c'est 18 ans, mais pas tous les pays du monde, c'est 18 ans. Donc, il faut regarder le statut de la personne par rapport à son pays de provenance. Et ça, si vous avez des doutes, hein, bien entendu, vous avez intérêt à consulter peut-être un spécialiste, un avocat, pour vérifier si la signature est bien donnée correctement. Après, pour parler du secteur financier, notamment des opérations de financement international, il est quand même de coutume que le débiteur doit fournir au prêteur une legal opinion, hein, donc un avis formel d'un avocat de la place qui vérifie donc les pouvoirs, l'existence de la société, les pouvoirs, et qui confirme donc la capacité de la société de s'engager par la signature de telle et telle personne. Donc ça fait partie de la procédure standard dans les opérations de financement. Et théoriquement, c'est quelque chose qui peut être demandé, qui peut être fait dans n'importe quel autre contexte, même si ce n'est pas toujours usuel de le faire avec les mêmes caractères solennels et formels. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, on a un peu débordé, excusez-nous, mais c'est une thématique intéressante. Et puis, merci beaucoup pour votre attention. On vous souhaite une très bonne journée ensoleillée et puis à la prochaine. Merci, au revoir.